contexte historique, politique, social et culturel du XVIIe siècle. Pierre Corneille, il est né à Paris, est un dramaturge et poète français. Issu d'une famille de la bourgeoisie d'Europe, Pierre Corneille, après des études de droit, occupa des offices d'avocat à Rouen, tout en se tournant vers la littérature, comme bon nombre de diplômes en droit de son temps. Il écrivit d'abord des comédies comme Mélite, La Place Royale, L'Illusion comique et les tragicomédies Cléopâtre. En 1637, le Cid, qui fut un triomphe, malgré les critiques de ses rivaux et de Théovicien. Il avait donné de 1634 et 35 une tragédie mythologique, Médée, mais ce n'est qu'en 1640 qu'il se lança dans la voie de la tragédie historique, donnant ainsi ce que la postériorité considéra comme ce chef d'œuvre: Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune, Héraclius et Nicomède. René Descartes. Il est né le 31 mars 1596 et mort le 11 février 1650 à Stockholm. Est un mathématicien, physicien et philosophe français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. En atteste ses phrases volontairement provocatrices en fond de Descartes vent. Descartes parmi les cogito, je pense donc que je suis, fondant avec le système des sciences sur les sujets connaissants face au monde qu'il se représente. En mathématiques, il est à l'origine de la géométrie analytique. Le discours de la méthode s'ouvre sur la fameuse phrase « Le bon sens est la chose du monde, la mieux partagée » et se caractérise par sa simplicité et prétend rompre avec les interminables raisonnements scolastiques. Jean-Baptiste Poquelin Molière. Il est né à Paris, dramaturge, auteur de comédies, mais aussi un comédien et chef de troupe de théâtre français, qui s'est illustré au début du règne de Louis XIV. Issu d'une famille de la richesse bourgeoisie marchande parisienne, son père tient une boutique de tapissier, qui vend mobilier, tissus et tapisserie à la haute bourgeoisie et à la richesse aristocratique, et il détient depuis 1631 la charge prestigieuse de tapissier valet de chambre du roi. Jean-Baptiste Poquelin se consacre au théâtre à 21 après les rencontres de Madeleine et Joseph Béliard-Tavet qu'il fonde l'illustre théâtre. Jean Racine, dramaturge français considéré comme le meilleur écrivain de théâtre classique français. Racine est né à la Ferté-Milon le 22 décembre 1639, le fils d'un précepteur d'impôts. La vie de Racine était régie par des influences majeures, l'éthique et les œuvres des classiques grecs et romains. Il aimait lire Euripide et Sophocle dans son original grec. Racine écrivait de la poésie classique et se lit des figures littéraires importantes, telles que le poète français Jean de La Fontaine. En raison de pression de la famille, a quitté Paris en 1661 et a commencé à étudier à la Prêtrissier dans la ville d'Ussé. Il revient à Paris en 1662 ou 1663, prêt à reprendre sa carrière littéraire, et bientôt réussit à prendre une place parmi les plus célèbres écrivains de l'époque, comme Molière, Pierre Corneille et Nicolas Boileau d'Espreaux, dont le dernier a exercé une influence particulière dans son travail. La première pièce de Racine, La Thébaïde, a été réalisée au Palais Royal par les membres de la troupe de Molière en 1664. En 1672, Racine a été élu à l'Académie française, quand il était à l'apogée de son succès. 5 ans plus tard, il a quitté écrire pour le théâtre et est allé à l'histoire officielle, devenant le chroniqueur des campagnes militaires de Louis XIV. Racine est décédé le 21 avril 1699 à Paris.
Il est considéré comme un des principaux représentants de la poésie française classique, écrit en vers alexandrins. Bien que les drames des Racine contiennent de nombreuses situations impliquant des passions intenses dans l'homme, le formalisme strict et néoclassique, dépourvu de toute émotion spontanée, a conduit certains critiques à décrire son travail froid et artificiel. Louis-Angélique Moutier de Lafayette, né le 8 novembre 1618 à Visigny-sur, et est morte le 11 janvier 1665 à Paris, est une aristocrate française du XVIIe siècle qui a été l'objet d'un amour platonique du roi Louis XIII. Elle est née dans une famille de 14 enfants, fille de Jean, comte de Lafayette, et de Marguerite de Bourbon-Bosette. C'est par sa grand-mère, Louise de Bourbon-Bosette, dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, qu'elle fut introduite à la cour de France. Le 18 février 1635, à l'occasion des fêtes du Mardi Gras, le roi Louis XIII, trentenaire, marié trop tôt, taciturne, prude, timide et pieux, dont le mariage va à vouloir et qui n'a toujours pas d'héritière, la remarque. Épris de la grande beauté, du charme et de la douceur de cette jeune fille de 17 ans, il la convie 2 mois plus tard à assister à une de ces chasses autour de son pavillon de Versailles. Le cardinal de Richelieu, qui espérait détacher les rois des mariés de Hautefort, mit Louise de Lafayette au premier plan. Il espérait faire d'elle son espionnet. Mais la jeune fille, qui aimait Louise XIII, avait désintéressément refusé. Richelieu résolut alors d'écarter Louise. Au début de l'an 1636, connaissant la droite de Louise et au sein de son prestige d'ecclésiastique cardinal, et le prince de l'Église, il lui proposa d'entrer en religion plutôt que faire tomber les rois et elle-même dans l'adultère. Cette dernière n'avait rien contre les projets, mais les rois redoutaient la séparation. Finalement, Louise, toujours amoureuse de Louise, y renonça au début de l'été suivant. Devenue supérieure de sa communauté en 1657, Louise de Lafayette est morte le 11 janvier 1665. Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, est mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français de grand renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure ses contes licencieux. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. Jean de La Fontaine reste à l'écart de la cour royale, mais fréquente des salons comme celui de Madame de la Sablière, et malgré des oppositions, il est reçu à l'Académie française en 1684. Mêlé au débat de l'époque, il se range dans les partis des anciens, dans les fameuses querelles des anciens et des modernes. C'est en effet en s'inspirant des fabulistes que l'Antiquité gréco-latine et en particulier d'Ésope qu'il écrit les fables qui sont sa renommée. Les premiers recueils qui correspondent au livre premier à 16 des éditions actuelles est publié en 1668. Le deuxième livre 7 à 11e en 1678 et le dernier livre 12 actuel est daté 1694. Les fables de La Fontaine sont toujours considérées comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Merci.
Louis XIV ou les rois soleils. La France est gouvernée par Louis XIV pendant près d'un siècle. Mais la période la plus marquante pour le pays et la plus glorieuse est celle qui s'attend à 1761 et 1785. Ces rois, d'une intelligence supérieure, montrant une étonnante maîtrise de soi, un solide bon sens, une application au travail et un orgueil comme seconde nature, a une idée très précise de sa destinée et de son rôle. Il se considère le lieutenant de Dieu sur terre. Loin du mouvement baroque, il impose au pays un style classique, plus en harmonie avec sa personnalité, la grandeur de son règne et son sens de l'ordre et de la discipline. Bien que gouvernant seul, Louis XIV s'entoure de quelques conseillers peu nombreux, pris principalement parmi les bourgeois, se méfiant depuis la fronde de la noblesse qui la écarte peu à peu du devant de la scène. Blaise Pascal. Il est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. Enfant précoce, il a été élevé par son père. Les premiers travaux de Pascal concernent les sciences naturelles et appliquées. Il contribue de manière importante à l'étude des fluides. Il a clarifié les concepts de pression et de vide, en étendant le travail de Torricelli. Pascal a écrit des textes importants sur la méthode scientifique. À 19 ans, en 1742, il invente la calculatrice mécanique et après 3 ans de développement et 50 prototypes, il la présente à ses contemporains en la dédiant au chancelier Séguier. Dénommée machine d'arithmétique, puis roue pascaline, et enfin pascaline. Il en construit ici une vingtaine d'exemplaires dans la décennie suivante. Après une expérience mystique, il éprouva à la suite d'un accident de carrosse en octobre 1654. Il se consacre à la réflexion philosophique et religieuse. Il a pris pendant cette période le provincial et le pensée. Armanjou de Plessis de Richelieu, né le 9 septembre 1785 à Paris et mort le 4 décembre 1642, est un ecclésiastique et homme d'État français, père de France et le principal ministère du ministre du roi Louis XIII. La fonction exercée par Richelieu auprès de Louis XIII est souvent désignée par l'expression de premier ministre, bien que le titre ne soit utilisé à l'époque de façon officieuse pour désigner le ministre principal du roi, dont l'action englobait aussi bien des dimensions politiques, diplomatiques et coloniales que culturelles et religieuses. Certains voient en lui l'un des plus importants ministres qui a gouverné la France. Ses visions politiques sont fécondes et sont mises à exécution avec une persévérance, une fermeté inébranlable. La tradition populaire, influencée par les portraits qu'en a tracé Alexandre Dumas, retient l'image d'un personnage froid et machiavélique, presque maléfique, qui mérite, au regard de l'histoire réelle, d'être sérieusement nuancé. On lui rapproche des centres montrés implacables et d'avoir quelquefois exercé des vengeances personnelles sur le prétexte des intérêts de l'État. La couleur rouge de sa cape de cardinal s'accorde, disaient ses adversaires, à son caractère sanguinaire, comme en témoignent les vers par lesquels se termine Marion Delorme. Regardez-tu, voilà l'homme rouge qui passe.